Eh ben c'est bon, on va commencer alors, ça se stabilise. Je réitère, hein, bienvenue à tous. Euh, Pardon, je vais baisser ça. Alors aujourd'hui, nous voulions partager avec vous les résultats d'une nouvelle série d'essais de tribologie menée sur cette année, l'année 2024, et plus précisément avec des solutions PFAS free, hein, ça veut dire donc sans PTFE. Ce webinaire vient dans la continuité de deux webinaires précédents dédiés aux compounds autolubrifiés. Vous aviez le premier webinaire en 2022, c'était des notions de tribologie, le comportement des polymères, de leurs propriétés, les additifs lubrifiants utilisés dans les compounds. Et puis le second, enfin le deuxième webinaire, c'était l'année dernière, c'était plus un focus sur les propriétés du PTFE et plus spécifiquement face à la problématique des PFAS et la recherche de solutions alternatives au PTFE. Je contrôle juste si tout est OK. Oui. Dans ce webinaire, dans ce troisième épisode, on va poursuivre la problématique du remplacement du PTFE en partageant avec vous les informations complémentaires que nous avons accumulées cette année sur la base de notre réflexion et le développement de nouvelles formulations potentielles, nouvelles formulations de compounds lubrifiés sans PTFE. Dans ce webinaire précédent, sur le même sujet du remplacement du PTFE, on avait présenté les réglementations qui commençaient à pointer le nez pour la restriction des PFAS, c'est-à-dire de ces substances perfluorées ou polyfluorées, comme le sont les fluoropolymères que l'on retrouve dans nos compounds lubrifiés. Et pour revenir sur l'échéancier de ces réglementations et le futur qui nous est promis, j'ai fait un petit récap. Et donc, en partant de 2013, avec l'Organisation de coopération et de développement économique, qui identifie clairement les polymères fluorés de type PTFE, PVDF, PFA, qui les déclare comme des PFAS. Et puis, il y a la Commission européenne, avec la REACH, et la fameuse liste SVHC pour les substances extrêmement préoccupantes, qui proscrit les PFOA, donc les acides perfluorooctanoïques. Et puis il y a aussi la directive européenne des polluants organiques persistants, que l'on appelle communément en Europe la POP. Et à savoir aussi que en janvier de l'année dernière, hein, il y avait 5 États membres de l'Europe qui voulaient purement et simplement une interdiction totale directe de l'utilisation des PFAS et qui vise du coup directement l'utilisation des polymères fluorés. Donc au départ, les autorités comme l'ECHA étaient en consultation jusqu'en septembre 2023 pour éventuellement statuer en 2024 sur des restrictions applicables entre 2026 et 2027 et voire même une interdiction totale, voire des dérogations limitées peut-être à des usages spécifiques. Mais à ce jour, les groupes de travail, le RAC, le SEAC, qui ont pour but d'étudier les avis consultatifs, hein, tous les nombreux avis consultatifs reçus pendant la consultation. Et donc, ils étudient par secteur d'activité tous ces avis recueillis dans la période. Et ils étudient tout ça avant de pouvoir soumettre une possible adoption à la commission REACH pour amender cette liste SVHC courant 2027 potentiellement. Donc c'est un petit peu le nouvel échéancier 2027, éventuellement sur une proposition. Et en finale, ça repousserait donc l'application d'une restriction potentielle à courant 2029. Donc ça a pas mal repoussé les échéances.
Pour commencer, on va rappeler quelques propriétés du PTFE. Ça, c'est l'objet d'aujourd'hui. À commencer par, on le sait, une forte résistance à la corrosion, très résistant aux agents chimiques agressifs comme les acides sulfuriques ou chlorhydriques. Donc se dégrade peu dans le temps, une très bonne perméabilité au gaz, faible migration, etc. Une bonne tenue en température, basse température autant que haute température, jusqu'à 260 degrés, sans se dégrader. Et puis très résistant aussi aux contraintes, aux sollicitations mécaniques et à la déformation, avec une faible tension de surface, donc une adhérence faible au contact des autres matériaux. Du coup, en application concrète sur des pièces plastiques, par exemple, on constate un très faible coefficient de friction et une très bonne tenue à l'usure de par sa structure moléculaire et quelques plus faibles résistances à l'abrasion de par son aspect plus tendre. Et c'est aussi un agent lubrifiant qu'on utilise aujourd'hui avec un large panel de polymères. Alors, ce slide, encore, ce sont des notions que l'on avait déjà décrites dans les webinaires précédents. Juste pour rappel, donc les contraintes qui se développent des, au niveau des surfaces en contact pendant le mouvement provoquent un délaminage de la matière avec le cisaillement des chaînes de PTFE, des chaînes de polymères du PTFE. Et ces particules de PTFE remontent en surface pour remplir les défauts, les aspérités de surface dans la zone de contact, ce qui réduit la rugosité de surface. La rupture de chaînes moléculaires là, du PTFE forme des radicaux libres qui se promènent et ils vont migrer en surface pour s'y fixer et créer une couche de PTFE. C'est un film en quelque sorte. Et dans les faits, cette opération de transfert d'une surface à l'autre n'est ni plus ni moins que la phase de rodage nécessaire au démarrage d'un système en frottement. Et puis en finale, on obtient sur les deux surfaces ce petit film autolubrifiant de PTFE avec des chaînes très orientées qui permet de réduire le frottement et plus particulièrement dans le cas de déplacement à faible vitesse dans la même direction et sous des charges élevées aussi. Alors, dans ce contexte, quelles seraient les alternatives possibles au PTFE? Il faudrait déjà rappeler quelques éléments du cahier des charges à respecter pour égaler le PTFE, le remplacer, c'est-à-dire il faut une très bonne résistance chimique et thermique, on l'a dit, il faut un comportement mécanique similaire, il faut que ce soit facile aussi à utiliser, à transformer, à injecter, qui ne soit pas toxique ni nocif pour les employés ni pour les équipements de process, et puis qui soit idéalement compatible avec un plus large choix de polymères, de matrices pour constituer un compound. Et tout cela, évidemment, avec une certaine performance coût, enfin, comment dire, objectif de prix, objectif de coût, de façon à rester dans un cadre, dans un rapport de prix compétitif, quoi. Une solution immédiate, la plus proche aujourd'hui, qu'on a déjà évaluée précédemment, c'est le polyéthylène à haut poids moléculaire, à ultra haut poids moléculaire. C'est une solution que l'on a adoptée depuis 3 à 5 ans maintenant chez Lati. Et il s'agit d'un polyéthylène haute densité, donc de masse molaire très élevée, linéaire, semi-cristallin, avec un indice de fluidité très faible, que l'on peut mettre en œuvre facilement. L'intérêt immédiat, c'est sa faible densité par rapport au PTFE, une densité de 1 contre 2,2 pour le PTFE. On en met donc plus en volume dans la formulation pour un même ratio, un même pourcentage d'emploi en poids. Puis, on peut aujourd'hui, c'est intéressant, c'est que le PE bénéficie d'un impact carbone intéressant puisqu'on constate un GWP, donc le Global Warming Potential, donc son impact sur le réchauffement climatique et sur ses effets gaz à effet de serre et qui est un GWP qui est inférieur à 10 kg
alors que le PTFE, lui, est bien au-dessus de 10 kg, c'est plus 140 kg. Et ça dépend évidemment des grades de PTFE, des sources d'approvisionnement, de production, etc. À savoir qu'il existe aussi différents types de polyéthylène au poids moléculaire. Dans nos essais, on a nommé des types A, B, C, D qui seront utilisés dans les slides suivants. Donc, c'est des grades plus ou moins efficaces comme agent lubrifiant et plus ou moins chers aussi. Pour rappel, pour formuler des plastiques autolubrifiés, il nous faut d'abord, il faut associer une matrice polymère avec des additifs comme agent lubrifiant et puis ajouter des charges et des renforts le cas échéant, tout en garantissant une bonne interaction entre tout ça. Jusqu'à maintenant, on avait bien identifié différentes synergies possibles entre toutes ces composants, entre tous les composants du PTFE, du silicone, les fibres d'aramide, les fibres de verre, de carbone, on était sur quelque chose de relativement connu. Aujourd'hui, on doit refaire tout un travail de recherche, d'essai, de validation pour trouver des synergies, de nouvelles synergies possibles entre de nouveaux types d'additifs ou existants. Et donc, une multitude de combinaisons encore possibles à tester. Et malheureusement, bah, ça prend du temps pour développer de nouveaux compounds, puis de les tester au laboratoire, mais aussi en endurance ensuite sur le terrain et rendre les produits plus fiables, plus viables pour répandre sur le marché. Comme évoqué en introduction, cette année, on a lancé une nouvelle série d'essais, de tests tribologiques, pour comparer plusieurs solutions de matière autolubrifiée, des nouvelles formulations en alternative au PTFE. Et il s'agit d'un vaste plan d'expérience en partenariat avec une école d'ingénieurs en Italie dans le cadre d'une thèse d'étudiants qui étaient stagiaires chez nous et spécifiquement orienté sur des compounds à base de polyamide 6,6 lubrifié. Donc on fournit les matières et puis ils ont fait l'étudiant a fait les tests dans notre laboratoire et puis a fait la synthèse des résultats. Pour commencer, on a défini des objectifs à suivre au sein de la R&D, de la recherche et développement chez nous. Donc, tout d'abord, une phase exploratoire, donc à la recherche d'additifs alternatifs, de nouvelles synergies possibles entre additifs, charges, renforts. Et puis on a défini des critères d'essai. Puis pour l'analyse tribologique aussi, on a défini une méthode d'essai dans des conditions bien établies. Parallèlement, on a mis au point de nouvelles formulations, comme dit précédemment, des nouvelles formulations de matière, où on va contrôler les performances mécaniques, thermiques des compounds, mais vérifier aussi la faisabilité, les conditions de transformation, mais ça peut être aussi l'aptitude au marché, l'adéquation commerciale sur le terrain. On a essayé de travailler sur des grades applicables dans nos applications techniques. C'est le pourquoi on verra après, du choix du polyamide 6,6. Merci j'ai une petite note comme quoi le son coupe régulièrement. N'hésitez pas à me dire si ça s'arrange ou pas. Désolé. Le résultat de tests tribologiques dépend fortement des conditions d'essai, pour sûr. Donc chez Lati, on utilise un instrument qui est le tribomètre de chez Nanovea et qui mesure le coefficient de frottement et le facteur d'usure sous des conditions bien déterminées de charge, de vitesse, dans une enceinte de température et d'hydrométrie stable. On a choisi la méthode pin to disc, c'est-à-dire c'est le frottement d'une pointe acier, alors c'est pas la bille, c'est une pointe acier sur un disque de matière, donc matière plastique en rotation. Et à savoir que un test comme ça, donc un essai matière, dure 30 heures. Donc autant vous dire que faire un tel plan d'expérience, ça prend du temps, d'autant que nous, le laboratoire doit continuer à fonctionner pour ses activités actuelles et quotidiennes.
On a donc choisi 2 grades matière comme référence pour évaluer l'influence des additifs lubrifiants et de charges qu'on ajoutera. Donc on a pris un polyamide 6,6 tel quel, un polymère largement utilisé dans les applications techniques sévères, donc nous on l'utilise beaucoup. Puis on a pris un polyamide 6,6 aussi avec 20% de PTFE comme agent lubrifiant, 20% de PTFE en poids. C'est grosso modo le maximum de ce qu'on met en pourcentage de PTFE dans un compound. Généralement, on en met entre 10 et 20% maximum. C'est là, et ce PA66 20% PTFE, c'est vraiment un standard du marché chez nous dans notre gamme de compounds lubrifiés que l'on vend le plus, et c'est donc aussi pour ça, c'est plutôt stratégique comme choix pour nous. Alors, que va-t-on tester? D'abord, des agents lubrifiants. On a parlé du polyéthylène à haut poids moléculaire, le UHMWPE en anglais. Donc, c'est de type A, B, C, D. On a trouvé 4 types de grades possibles sur le marché qu'on a essayé et qui se distinguent en fait par la granulométrie, le poids moléculaire, la viscosité, les traitements possibles, réticulés, pas réticulés, et certaines fonctionnalités et compatibilités aussi. Mais on a essayé aussi des charges céramiques à un peu une structure graphitique dans la famille des oxydes de magnésium, et qui sont pour certains utilisés par exemple dans des ciments pour sa résistance à l'usure, ou dans des engrais aussi. Et des polymères que l'on connaît bien, c'est le PPO, polyoxyde de phénylène, et PPS, nous on va essayer de chercher une synergie possible avec l'adjonction d'un polymère complémentaire qui pourrait éventuellement déposer un film en surface et créer un changement d'état de surface. Des composites aussi, donc c'est de la fibre de verre avec de l'époxy qu'on peut récupérer du recyclage des pales d'éoliennes. C'est une information en retour du marché assez séduisant parce que c'est un moyen de recycler, de faire de l'économie circulaire. Et voyons ce qu'il en est, on va voir les résultats. Et puis d'autres types de solutions, par exemple des polyéthylènes basse densité cette fois, donc pas haute mais basse densité, euh, qui sont modifiés. Ça peut être avec du styrène, acrylonitrile, hein, du SAN. C'est des solutions qui sont proposées par certains fournisseurs d'additifs. Pourquoi pas essayer ce qu'il en est. Et donc on va introduire ces additifs-là dans une matrice polyamide 6,6 à hauteur de 20% à chaque fois en poids, pareil que le PTF. Et puis, quelles peuvent être les autres charges possibles à ajouter dans nos compounds pour apporter de nouvelles synergies? On va sélectionner sur la base de leur structure, on va les sélectionner sur la base de structures morphologiques. Hein. Ce sont des charges exfoliantes comme le nitrure de bore ici, hein, c'est-à-dire des petites particules à forme lamellaire sans véritablement de liaison forte entre elles, mais qui peuvent donc se superposer pour glisser l'une sur l'autre. Donc il y a une nitrure de bore qui va créer une petite faible couche sur la surface pour combler les rugosités en réduisant le coefficient de frottement de la matière. Mais on a aussi le bisulfure de molybdène. On l'utilise couramment hein, aujourd'hui à hauteur de 1-2% dans les résines thermoplastiques, comme le POM beaucoup, ou le PA beaucoup aussi. On peut avoir les nanotubes de carbone, multi-wall, et aussi un petit peu c'est le graphite ou du graphène. Voilà donc des charges qu'on va venir ajouter en complément pour essayer d'apporter des propriétés, pour doper les propriétés de tribologie de nos compounds en adjonction des agents lubrifiants. Et on en arrive enfin au résultat, ou tout au moins un extrait des résultats les plus probants ou intéressants qu'on a pu en tirer et dont on a pu tirer un enseignement intéressant.
Dans les graphiques ici et les slides suivants, on donne l'évolution du coefficient de frottement en fonction de la distance parcourue par notre disque échantillon. Donc on va de jusqu'à 14 km. Donc ça tourne pendant nos 30 heures. Ici, on a nos deux références sur base polyméticiste, donc le PA66 tel quel, qui offre des propriétés autolubrifiantes intrinsèques euh, qui sont celles-ci, mais qui aussi sont influencées par le taux de cristallinité. Hein. Donc, c'est important, les conditions de paramètres, de moulage des pièces plastiques, la température de moule, etc., les temps de cycle. Et puis, vous avez la référence 2, donc, qui est le PA66 avec 20% de PTFE dedans. Donc, évidemment, on constate qu'en ajoutant 20% de PTFE, ça réduit significativement le coefficient d'usure, on divise par 2. Et vous voyez qu'on gagne aussi sur le taux d'usure. Donc des courbes assez stables dans le temps, après une petite phase de rodage. Donc là, on monte considérablement au départ, et ensuite on se stabilise, et on est assez stable sur le coefficient de frottement. Et pareil pour le PA66, mais à un niveau supérieur. Donc en fait, dans les slides qui vont suivre, ce qu'on va faire, c'est que nos essais, les résultats de nos essais, on devrait retrouver le résultat de nos essais, de nos solutions alternatives, on va dire, entre ces deux courbes-là. Alors, on ajoute maintenant cet oxyde, on fait un premier essai, pardon, en ajoutant l'oxyde de magnésium qu'on a vu précédemment. Donc, constate un léger mieux sur le frottement, mais assez tardif par rapport à la courbe. Et aucun effet sur le coefficient d'usure. Donc c'est pas super probant. On reste entre les deux courbes, mais plus proche du PA66. Si on ajoute maintenant un polymère, le PPO, hein, le polyoxyde de phénylène, pardon, avec l'idée de former une couche de polymère ancrée au métal, on voit une petite amélioration, certes, sur le coefficient de frottement. Par contre, on a une courbe complètement instable. Donc, on a l'impression qu'on a bien une couche qui se forme, donc un bon comportement. On va gagner, on va baisser, on va gagner en frottement. Mais par contre, après, ça doit se dégrader, et puis ça disparaît, et ainsi de suite. Donc, c'est pas véritablement probant. On a fait la même chose avec un autre polymère, un polymère PPS, et qui est un polymère à plus haute tenue température. C'est pas non plus vraiment un succès. On est plutôt collé au PA66 vierge, mais on a, par rapport au PPO, on a une courbe un peu plus stable. Ajoutons maintenant dans ce même compound PA66 plus PPS, ajoutons un agent lubrifiant en plus, comme le PE au poids, donc le PE ultra au poids moléculaire, en essayant d'aller voir s'il existe une synergie possible. Toujours cette idée de créer une couche de polymère en surface qui aiderait peut-être à délaminer la résine PE pour aider au frottement. Et on réduit l'usure par rapport au reste, et donc on vient plus proche dans le range, dans la zone du PA, du PA avec le téflon. Dans une moindre mesure, on note une légère amélioration quand même du coefficient de frottement tout au long du cycle. Et puis, par contre, faut vraiment attendre la fin du cycle, les 14 km, pour essayer d'avoir un coefficient intéressant. Donc c'est pas non plus dans le temps, c'est pas une synergie, je dirais, probante. Poursuivons avec notre compound qui intègre les pales d'éoliennes recyclées, et ce composite qui est fait d'époxy, de résine époxy mélangée de la fibre de verre. Alors évidemment, comme on peut s'y attendre, les fibres de verre dégradent fortement
comment dire, le frottement, hein, les coefficients de frottement, surtout au départ, le temps d'un certain rodage. C'est normal puisque en fait on augmente par la présence de la fibre de verre, on augmente la dureté superficielle de la pièce et avec l'avantage du coup de moins user la surface et donc du coup bah, on revient à des niveaux d'usure qui sont assez intéressants, qui sont mieux que le PA traditionnel. Bon, c'est pas super probant non plus, mais c'est dommage parce que bah on avait une solution qui venait du recyclage. Ah, le son coupe encore régulièrement. Bon, ben, je suis désolé. A priori, je vérifie le message, hein. Ok. Pardon. Bon, bah, continuez à me dire si vous avez vraiment des problèmes de connexion. Non, c'est bon. Alors, poursuivons, pardon. Passons le composite. Arrivons sur une autre idée de polymère à ajouter comme lubrifiant. Mais là, il s'agit d'un polyéthylène toujours, mais basse densité et modifié aussi. Donc, on ajoute un polymère en association pour optimiser le comportement tribologique de la résine du polymère final. Alors là, pour le coup, on a un résultat plutôt positif au prime abord. Donc on chute à 0,19 sur la valeur moyenne du coefficient de frottement. On est meilleur que le PTFE. Et surtout, alors par contre, on est super stable. On est super stable. On est en dessous du PTFE. On est sorti de notre intervalle et on est assez stable. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Par contre, en termes d'usure, voilà, bon, on reste au niveau du PA66. Donc aucune efficacité sur l'usure. Donc résultat mitigé, d'autant que dans des conditions réelles d'application, il faut s'attendre, en utilisant du polyéthylène de ce type-là, il faut s'attendre à une baisse significative des performances thermiques et mécaniques aussi. Donc une pièce sous contrainte. Rappelons hein, que faut pas oublier qu'on utilise 20% en poids d'un polyéthylène de ce type-là, avec une densité inférieure à 1. Donc ça représente un gros volume à ajouter dans la matrice, dans le PA66, bien plus important que si c'était du PTFE, qui donc double de densité. Donc forcément, on dégrade les performances du compound final. On dégrade de façon accélérée. Alors, on a essayé de voir si on pouvait abaisser. On reproduit l'essai, mais en diminuant le pourcentage d'emploi de cet additif. On passe à 10% au lieu de 20%, et on garde des valeurs de frottement qui sont relativement intéressantes, enfin, très proches du PTFE. Par contre, on est toujours sur une usure comparable au cas précédent. Donc, là, on vient de démontrer que quand même, on a un très bon produit, mais qu'en divisant par deux le pourcentage d'emploi, on garde une efficacité relativement intéressante en termes de frottement. Alors, après, même 10% dans le cas du polyéthylène, basse densité, ça reste quand même assez restreint comme champ d'application. Après, pour tenir en termes de résistance mécanique et dégradation de température surtout, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes, les mêmes types de polymères en comportement thermique. Donc c'est une solution assez pertinente, mais à mettre en place sur des pièces techniques, c'est plus compliqué. Revenons à notre PE, ultra haut poids moléculaire, qu'on a vu précédemment. On a pris ici un grade PE standard du marché, qu'on va appeler le type C. Alors, a priori, il n'y a pas d'effet sur le frottement. Alors, on est plutôt pas bon même. On a une courbe qui est plutôt
plutôt haute, plutôt instable aussi sur la première partie, et puis qui agit pas forcément, qui agit pas sur l'usure. Donc pas d'intérêt immédiat. Par contre, si on revient au slide précédent, on compare avec l'essai précédent où on avait pris un compound avec 10% de PPS et 10% de ces mêmes additifs polyéthylène de type C, on constate une certaine synergie positive pour abaisser le frottement. C'est une piste possible. Donc là, on a, par rapport à ici, on arrive un peu plus bas avec une meilleure prestation. Donc peut-être quelque chose à explorer. Voyons maintenant ajouter un peu de nanotubes de carbone pour constater si effectivement aussi là on peut trouver une nouvelle synergie avec le PE, le polyéthylène. Bon, c'est un type de charge dont on entend parler pour ses multitudes de propriétés thermiques, électriques, mécaniques, au même titre que le graphène ou le graphite, et que l'on a aussi testé dans le cadre de la thèse de notre étudiant. Mais ce sont les nanotubes qui ont donné de meilleurs résultats a priori. Alors, on a dit précédemment aussi que c'était pas forcément utile de mettre 20% de PE, on l'a démontré. Donc, on a essayé ici de mettre 5% de ce même PE de type C avec 1,5% de nanotubes. Et finalement, on arrive au niveau du PA6, du PA66 vierge, mais avec une courbe qui oscille beaucoup dans le temps, très oscillante, pas stable du tout, donc pas probant. Donc là, à voir la répartition des nanotubes dans la matrice pour ce comportement un petit peu aléatoire. Alors, il existe, comme je vous le disais, différents types de grades de polyéthylène ultra haut poids moléculaire sur le marché. Alors, est-ce qu'on a véritablement trouvé le meilleur avec le type C? On en a trouvé un autre, c'est le type A qu'on a testé. On a testé le A, le B, le C, le D, bon, et en final, on s'est arrêté sur le C et le A. Et donc en testant le A contre le C, là on constate un comportement avec le A tribologique au plus proche du PA66 PTFE, 0,24 pour 0,25, tant sur le frottement que sur l'usure. Donc là, l'usure, on a vraiment bien baissé également. Et avec un profil de comportement assez comparable quand même au niveau du graphique. Bon, rien à voir en fait avec le PE précédent de type C. On pourrait même dire que le compound avec 20% de PE arrive en régime plus rapidement que le PTFE. Vous voyez un profil ici en phase, on va dire, de rodage. PTFE, on arrive ici, et lui, le PE attaque directement et est relativement plus stable. On vient de trouver le PE type A meilleur que le C, et on va faire la même chose que précédemment. On poursuit les essais avec ce type A, mais en cherchant à réduire le taux d'emploi à 10% au lieu de 20%. En masse toujours, pour espérer donc gagner sur les performances de notre compound final en termes de résistance thermique et mécanique. Donc moins on met de composantes extérieures à notre polyamide, et plus on garantira l'intégrité des caractéristiques du polyamide. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est très concluant en fait, puisque les propriétés tribologiques restent bonnes. Évidemment, on a perdu un peu, mais ça reste acceptable en réduisant quand même de moitié le pourcentage de PE. Ce qui n'est pas un luxe, parce que après, ce type de polymère a des prestations qui ont un prix. Mais bon, c'est une solution alternative très intéressante qu'on relève ici pour la suite. Et du coup, on a cherché à pousser le bouchon un petit peu plus loin et mettre seulement 5% pour essayer d'optimiser le comportement du compound final. La courbe de frottement reste stable encore, on a un bon comportement,
dans le temps, même si la valeur moyenne augmente, mais avec une usure raisonnable. À voir seulement si ça reste acceptable pour nos applications spécifiques, hein. Mais là, il y a possibilité de réduire encore le pourcentage d'emploi. Et si on reproduit maintenant le même essai que tout à l'heure pour trouver une synergie avec les nanotubes de carbone et le PE de type A, eh ben, histoire de doper les propriétés mécaniques et thermiques de la matière, eh ben, la synergie semble être là, en fait, un petit intérêt qui permet d'améliorer un peu la tenue à l'usure et par rapport à précédemment, aux 5% PE de type A. Mais la courbe de frottement est moins stable, mais un peu moins stable. Mais bon, ça reste assez proche, similaire au PTF, quoi qu'il en soit, qui est notre référence de départ. Bon, donc ce qui veut dire que bon, la distribution des nanotubes dans le polymère doit modifier un peu l'état de surface. Donc on a un mixte qui est pas mal du tout en finale, un début de synergie, on peut peut-être l'entrevoir. Enfin, essayons un autre type de charge reconnue, c'est le nitrure de bore. Nous, on l'utilise chez LATI pour ses propriétés de conductivité thermique. Finalement, on dégrade complètement les performances du compound, donc aucun intérêt probant dans ce cas de charge. Pour conclure maintenant sur ce qu'on vient de voir et puis sur ce qui nous attend pour le futur, un petit récapitulatif ici comparant la référence du compound PA66 lubrifié PTFE, donc c'est notre référence, avec les alternatives qu'on a identifiées comme les plus probantes dans les essais précédents. Donc il y a le PA66 avec le 10% de polyéthylène ultra haut poids moléculaire de type A et sa version chargée nanotubes de carbone. Donc, en fonction des exigences propres de l'application, de votre application, il faudra trouver une solution de compromis entre la mécanique avec plus ou moins de déformation, de tenue au choc, et puis une meilleure tenue température. Donc, sur le fait d'introduire un petit peu de nanotubes de carbone, vous voyez qu'on peut augmenter le HDT un petit peu et la déformation en température, enfin le point Vica en surface. Donc voilà, c'est en cherchant un petit peu la charge juste, on peut encore améliorer les performances recherchées au plus près de son application. Alors je voulais finir en appliquant en fait ces conclusions qu'on a vues, ces tests, en l'appliquant à un cas précis d'un compound très technique, largement utilisé sur le marché, chez LATI, mais sur le marché aussi. C'est un PA66 avec 20% de téflon et 20% de fibre de verre. Et auquel on associe le même grade, une alternative possible avec du PE de type A à la place du PTFE. Et on obtient des résultats presque comparables en courbe, même si le PTFE est plus efficace au démarrage et aussi atteint une performance meilleure, maximale, on va dire, plus tard dans le cycle. Donc ça, c'est des switches d'alternatives qu'on peut faire effectivement sur des solutions fibre de verre. Il y a un autre cas, mais qui est un peu plus tiré par les cheveux. C'est donc la même chose avec un compound lubrifié qu'on utilise beaucoup et qui est très efficace sur le marché. C'est un PA66 avec du téflon, enfin du PTFE, plus de la fibre d'aramide. Donc on remplace le PTFE dans notre cas ici dans un premier cas, on va dire, par du polyéthylène, notre fameux polyéthylène basse densité, celui qui avait un super résultat. La courbe verte, en fait, elle est complètement instable, donc c'est pas très probant. On a refait un essai, on a mis du
ce même polyéthylène basse densité, on l'a mélangé avec du bisulfure de molybdène. On obtient quelque chose de plus régulier, certes, mais des valeurs de frottement qui sont relativement plus élevées. Hein, donc, pas intéressant de rajouter le bisulfure de molybdène. Et enfin, on a rajouté notre super polyéthylène au poids moléculaire de type A. Donc là, ça devrait aller super bien. Eh bien, pas du tout. On a quelque chose de régulier, mais c'est nettement moins bien que la solution PTFE. On n'est pas du tout au résultat de ce qu'on a démontré précédemment. Et en définitive, on constate que pour un compound lubrifié qui marche parfaitement bien, comme notre Latinube ici, 6610TY15 avec l'aramide, le seul fait de remplacer le PTFE par autre chose, voire et sur autre chose, ça peut être le fameux PE de type A, ça marche pas. Il n'y a pas autant de synergie entre le PTFE et l'aramide que dans notre cas de PE avec l'aramide. Donc, pour chaque cas d'application, il faut vraiment trouver sa propre solution adéquate. Voilà, donc enfin, je voulais vous préciser aussi que nous avons déjà chez Lati depuis plusieurs années une famille de compounds lubrifiés qui utilisent ce PE, ce polyéthylène au poids moléculaire en remplacement du PTFE. Donc, des grades, des compounds qui sont PFAS free. Et vous aviez ici quelques exemples des polyamides, essentiellement, c'est des polyamides 6, des polyamides 6,6, avec 15 ou 30%, 35% de fibre de verre. Ça peut être de la fibre de carbone. Et vous pouvez trouver les fiches techniques sur notre matériothèque en ligne. En conclusion, j'ai repris le sac de notre webinaire précédent avec un petit peu de mise à jour, mais c'est dans la continuité, à savoir que le PTFE, ça reste un polymère remarquable avec des propriétés exceptionnelles que l'on n'arrive pas aujourd'hui à égaler. On vient encore de le démontrer aujourd'hui. Il est vraiment irremplaçable. Ensuite, l'utilisation du PE au poids moléculaire, on l'a vu, c'est une solution. Bon, déjà en application, dans certains cas, c'est vrai, mais ça n'égale pas pour autant le PTF. On a vu qu'il existe différentes versions de PE à ultra haut poids moléculaire, les A, B, C et D. Donc nous, on a identifié le C, le A, avec des propriétés différentes, mais donc on a déterminé ces deux grades plus performants, mais ça veut dire de revoir les formulations existantes potentiellement. Et il faut savoir aussi déterminer les priorités. On l'a vu, quelquefois on agit sur l'usure, sur le frottement, et à un moment, il faut peut-être faire un choix. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'on recherche du frottement, de la résistance à l'usure? Quel serait le plus important? Les nanotubes de carbone, on a trouvé, ont apporté un effet, mais encore faut-il le confirmer avec le type de charge, avec le type de polymère aussi. La répartition n'est pas pareille dans le polycarbonate, dans le PBT, dans le POM. Voilà. Il reste à déterminer ce comportement-là. Et aussi, ça veut dire que derrière, il y a d'autres essais encore complémentaires à mener avec d'autres conditions d'essai probablement à mener dans le futur. Donc c'est la prochaine étape. Par exemple, évaluer les solutions pour des polymères haute température comme les PPS, les PPA, les PIC. C'est ce qu'on essaye de travailler pour le futur. Parce que c'est une vraie interrogation sur certaines applications. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, dans le webinaire, vous avez accès au téléchargement possible de notre brochure Latilube. Ce sont tous nos compounds lubrifiés. Et maintenant, si vous avez des questions, je vais regarder de suite. Alors, chat. Hop, je l'ouvre. Ah non, c'est dans question. Voilà. Question.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, qu'est-ce qui explique l'instabilité du PPO, courbe de frottement? Oui, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, hop, bah, j'ai un problème. Oui, bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, il doit y avoir une incompatibilité du comportement du PPO sur le dépôt de, de, de couches de PPO sur à la surface de la pièce. En fait, il doit y avoir une, un dépôt de film, mais qui ne reste pas en place et donc qui s'enlève et puis ensuite qui revient et ensuite qui s'enlève. Donc rien de stable. C'est sûrement une instabilité liée à l'adéquation polymère. On voyait qu'avec le PPS, c'était plus approprié. Donc c'est vraiment voilà, des essais qui nous permettent de déterminer. Alors, non, merci pour ça. Bah, écoutez, a priori c'est tout. Donc bah, on conclut ici. Bah, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour cette pour avoir participé. Vous pouvez revoir, vous recevrez un lien hein, pour le replay avec les slides de présentation dans les jours qui viennent. Et puis n'hésitez pas aussi à suivre l'actualité de l'ATI sur notre site internet lati.com et sur le site, enfin, sur la page LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir et de bonnes fêtes.